Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne TSIVD. Je suis Morisa, aujourd'hui avec Daxelton. Nous allons parler d'un sujet très sensible devenu un fléau très malsain pratiqué de nos jours qui n'est rien d'autre que l'abus des enfants et des mineurs. Malheureusement, qui ne cesse d'accroître de nos jours. Selon l'UNICEF, environ 1 milliard d'enfants de 2 à 17 ans ont subi des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou des négligences au cours de l'année écoulée. 3/4 des enfants âgés de 2 à 4 ans sont victimes d'agressions psychologiques ou de punitions physiques au sein même de leur foyer. Environ 15 millions d'adolescents âgés de 15 à 19 ans ont subi des rapports ou autres actes sexuels forcés au cours de leur vie. Toutes les 7 minutes, un adolescent est tué par un acte violent. Isabella, âgée de 2 ans, a été retrouvée morte dans un appartement à Ipswich, en Angleterre, en juin dernier, dans une poussette dans laquelle sa mère et son compagnon ont promené son cadavre pendant 3 jours, avec des contusions sur tout le corps et des fractures au poignet et au bassin engendrées par des coups de pied ou des piétinements. Une succession d'horreurs. Les enquêtes ont amené à un Britannique âgé de 24 ans, Scott Jeff, qui a été reconnu coupable du meurtre de la petite fille et sa compagne, ainsi que d'actes de cruauté, à l'issue d'un procès de Wiseman. Quant à la mère d'Isabella, Chelsea Gleeson Mitchell, a été reconnue coupable d'un délit d'homicide selon un communiqué de la police du Suffolk pour avoir causé ou permis la mort d'un enfant et des délits de cruauté. La peine sera prononcée lors d'une audience fixée au 13 décembre 2023. En attendant, le couple a été placé en détention provisoire. Un mois de calvaire. Le calvaire d'Isabella a commencé en mai 2023 quand sa mère, âgée de 24 ans, s'est mise en couple avec Scott Jeff, avec qui elle avait déjà eu une précédente relation en 2019. Depuis juin 2023, le couple a quitté son domicile dans le Bedfordshire sous prétexte de fuir l'ex-compagnon de Chelsea Gleeson Mitchell et père d'Isabella, présenté comme étant violent. Des déclarations qui se sont par la suite révélées fausses. Ils se sont rendus en train à Great Yarmouth, excellent accent en anglais, à environ 90 km de leur domicile et ont séjourné dans différents hébergements. N'ayant plus de moyens, ils ont même campé quelques jours en tente sur une plage avant de trouver un logement temporaire à Ipswich, le lieu du drame. L'autopsie réalisée a permis d'affirmer que toutes les blessures de la petite fille sont survenues après le début de la liaison entre Chelsea Gleeson Mitchell et Scott Jeff. Sa première blessure importante au poignet remontait au lundi 12 juin. La mère d'Isabella a déclaré lors du procès que la colère de Scott Jeff s'est intensifiée en raison d'accidents pendant l'apprentissage de la propriété. Selon la police de Suffolk, des témoins ont affirmé que la petite fille portait fréquemment un manteau d'hiver malgré la chaleur et des grandes lunettes de soleil, sans doute pour cacher ses blessures. Des blessures qui se sont avérées mortelles le lundi 26 juin. Son cadavre promené dans une poussette pendant 3 jours. Isabella serait morte d'une embolie de la moelle épinière osseuse et d'un traumatisme squelettique. La moelle osseuse issue de ses blessures au bassin a pénétré dans sa circulation sanguine et ses poumons, provoquant de l'embolie. L'embolie, par définition, c'est une obstruction brusque d'un vaisseau sanguin par un corps étranger, un caillot par exemple. Est-il détaillé dans le communiqué? Et des traces de cocaïne et de cannabis ont également été découvertes dans l'organisme d'Isabella. Le professeur Anthony Freeman, pathologiste osseux, a déclaré, selon la BBC, qu'il n'avait jamais vu un tel degré de lésions pelviennes chez un enfant au cours de ses 40 ans de carrière. Ces blessures étaient celles généralement observées lors d'accidents de circulation en grande vitesse ou après des coups de sabot de cheval. Selon les dires du coupable, le soir de sa mort, Isabella a commencé à avoir des difficultés à respirer. Ils auraient alors tenté de lui pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Chelsea Gleeson Mitchell a déclaré avoir réalisé la mort de sa fille à 23h37. 30 minutes plus tard, des images de vidéosurveillance montrent que le couple est sorti faire les magasins, hilar, comme si rien ne s'était passé. Selon les communiqués détaillés par la police, au cours des 3 jours suivants, ils ont continué à vivre normalement, en poussant le corps d'Isabella dans une poussette. Chelsea Gleeson Mitchell a fini par prévenir une amie de la mort de sa fille. C'est cette amie qui a prévenu la police. Le couple s'est alors enfoui, laissant le corps de la fillette dans la poussette enfermée dans la salle de bain. Chelsea Gleeson Mitchell et Scott Jeff ont finalement été arrêtés le 1er juillet. Le corps d'Isabella avait été découvert le vendredi 30 juin 2023 dans une poussette du logement temporaire d'Ipswich, où Jeff et Gleeson Mitchell séjournaient depuis 11 jours. On pense qu'elle était décédée 4 jours plus tôt.
dans la soirée du lundi 26 juin. Les accusés, qui n'avaient aucun domicile fixe, mais étaient originaires du Bedfordshire, ont été arrêtés aux premières heures du samedi 1er juillet à Bury St Edmunds, après avoir fouillé Ipswich, après que la police a découvert le corps d'Isabella dans l'appartement où il séjournait. Jeff et Gleason Mitchell ont tous deux été accusés de meurtre le mardi 4 juillet et ont comparu pour la première fois devant le tribunal le lendemain. Le couple a ensuite été inculpé de 2 chefs de cruauté envers un enfant après que des tests ont révélé des traces de cocaïne et des cannabis dans l'organisme d'Isabella. Le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, fait le point sur l'enquête concernant des soupçons de maltraitance sur enfants dans une maison d'assistance maternelle à Crichton-Linval. Pour ceux qui ne savent pas, Crichton-Linval est une commune de département de la Seine-Maritime en région Normandie, dans le nord de la France, où une nounou a été placée en garde à vue. Ce sont ses collègues qui ont donné l'alerte. Pour des raisons de confidentialité, nous allons appeler ici l'accusée Marie, qui est une assistance dans une maison commune d'assistance maternelle, autrement appelée MAM, à Crichton-Linval. Dénommée la tanière des Louveteaux, a été suspendue de ses fonctions par le département, soupçonnée de maltraitance sur enfants. Le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, a communiqué en détail sur cette affaire. Vendredi 20 septembre 2024, au matin, une caméra posée près des berceaux. Le 2 septembre 2024, un signalement était adressé aux autorités administratives compétentes par l'une des assistantes maternelles concernant des pratiques jugées inappropriées d'une de ses collègues. Ce signalement était transmis au parquet du tribunal judiciaire du Havre le 6 septembre 2024, qui saisissait immédiatement la gendarmerie, explique-t-il. Manifestement gêné par la manière dont leurs collègues prenaient en charge les enfants qui lui étaient confiés, l'une d'elles avait pris l'initiative de poser une caméra près des lits des enfants. Les enregistrements montraient des manipulations brusques et dangereuses des enfants, tandis que ses collègues rapportaient des punitions inadaptées, des privations et des comportements dénigrants. Ses collègues reconnaissaient toutefois l'absence de coups portés aux enfants. Trop jeunes, ceci ne pouvait être entendu, a été précisé par le procureur. Des plaintes des parents. Plusieurs parents informés de la situation ont déposé plainte. D'autres s'en réservaient le droit ou s'y refusaient, souligna le procureur également. Mercredi 18 septembre 2024, l'assistante maternelle a été placée en garde à vue des chefs de violence sans incapacité sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et harcèlement moral dans le cadre du travail. Cette dernière infraction faisait suite à une plainte déposée par la collègue ayant installé la caméra. Lors de son audition, Marie a nié toute maltraitance envers les enfants dont elle avait la charge et a justifié les gestes brusques observés sur les vidéos par la pression exercée par ses collègues et par sa petite taille, qui rendait difficile la manipulation des enfants dans leur berceau, rapporte le parquet. Sa garde à vue a été levée sans prolongation. L'enquête se poursuivra. Contactée par la France 3 Normandie, la MAM n'a pas souhaité s'exprimer. Du côté de la mairie, la direction générale des services assure ne pas être au courant de quoi que ce soit. Abus sexuel sur sa belle-fille de 8 ans, rattrapée par son passé 30 ans plus tard. Un septuagénaire qui a abusé sexuellement de l'enfant de sa conjointe dans les années 80 a été rattrapé par son passé et s'en est allé à Londres, 45 mois, a ordonné une juge en espérant que la victime pourra maintenant aller de l'avant. J'espère que la reconnaissance de tort de l'accusé pourra permettre à la victime de passer à une autre étape, d'avancer en regardant en avant, a commenté la juge Joëlle Roy au palais de justice de Montréal à Québec, au Canada. Et juste après, elle envoyait le beau-père indigne, maintenant âgé de 77, directement derrière les barreaux pour ses crimes commis il y a plus de 3 décennies, sous prétexte de jeu. À l'époque, le beau-père, qui ne peut être nommé par son vrai nom afin de préserver l'identité de la victime, s'était trouvé une conjointe à Montréal. La femme avait une fillette et rapidement, le beau-père s'en est pris à elle. Ainsi, alors qu'elle n'avait que 8 ans, le beau-père l'avait initiée à un jeu, peut-on lire dans les résumés des faits. Sauf que ce qu'il appelait un jeu était en réalité une agression sexuelle. Il récidivait quand sa conjointe dormait et il lui était déjà arrivé de faire jouer des films pour adultes pendant qu'il abusait de l'enfant. Rendue à l'âge de 10 ans, elle a informé sa mère et qui a confronté le beau-père. Par la suite, la mère a expulsé le beau-père de la maison. La victime, maintenant adulte, a gardé le silence pendant 30 ans. Mais en 2019, elle a choisi de porter plainte à la police. Et plutôt que d'aller en procès, le beau-père indigne
jeune a plaidé coupable d'avoir incité et commis des contacts sexuels. C'est facile de demander pardon, mais je m'excuse, a dit le beau-père à la cour. Je suis profondément déçu de mes actions. C'est moi qui ai tort et je l'accepte. Un traumatisme qui persiste. La victime, de son côté, a rédigé une lettre à la cour, rappelant l'impact que peuvent avoir des abus sexuels sur des enfants. Depuis les agressions, je souffre d'un trouble d'anxiété généralisé. Je suis fortement médicamenté. J'ai fait difficilement confiance aux hommes, a-t-elle expliqué. À cela s'ajoute de l'insomnie, plusieurs dépressions majeures, mais aussi des flashbacks traumatisants dans des moments où elle s'en passerait bien. En fait, ces troubles psychologiques sont si importants qu'elle s'est fait reconnaître une incapacité permanente de 10%, a souligné Madame Annabelle Shepard de la Couronne. Les crimes ont eu un impact important sur sa vie. Elle en souffre encore aujourd'hui. Mais même si la sentence ne changera pas ce qu'elle a vécu, c'est une nouvelle étape pour elle, a commenté la procureure. La juge a accordé et juste après, elle s'est rangée à la suggestion commune des 45 mois d'incarcération. Et une fois qu'il aura recouvert sa liberté, le beau-père indigne devra respecter une série de conditions afin de limiter ses contacts avec les mineurs. Il sera également inscrit à un registre de délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. 10 ans d'horreur et une vie détruite. Obsédé par le corps de sa belle-fille, il l'agresse sexuellement pendant 10 ans. Lundi 11 mars 2022, un homme de 52 ans était jugé par le tribunal de La Roche-sur-Yon pour voyeurisme et attouchement sur sa belle-fille pendant une dizaine d'années. Cet homme de 52 ans était attendu à la barre du tribunal de La Roche-sur-Yon en France pour de voyeurisme et des attouchements sexuels sur une jeune femme. Pas n'importe laquelle. La fille de sa compagne. Une jeune fille qu'il a connue dès son plus jeune âge. Il a rencontré sa mère alors que la victime n'avait que 6 ans. Je la considérais comme ma fille, jure le prévenu à la barre du tribunal. Ce qui ne l'a pas empêché de s'adonner à des pratiques malsaines durant 10 ans, entre 2012 et 2022. Le déclenchement des pulsions. En 2012, alors que l'adolescent a 14 ans, le prévenu commence à être tiraillé par des premières pulsions. Il se souvient de ce qui les a déclenchées. Elle est sortie de la douche. Elle avait le haut du corps nu et elle m'a demandé de lui mettre de la crème hydratante dans le dos. Raconte le prévenu. J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait le corps d'une vraie femme. Souffle-t-il. Dès lors, les attouchements deviennent réguliers. Au départ, il lui impose des caresses à la poitrine en lui signifiant de ne rien dire à sa mère qui vit pourtant sous le même toit. Puis un soir, il passe à l'étape supérieure. Avec froideur, un semblant de larmes aux yeux, il se souvient, on était sur le canapé, devant la télé, et j'ai essayé de lui toucher le sexe. La victime le repousse et lui dit non. Puis en 2016, une pénétration digitale lui aurait été imposée. À cette époque, tout est prétexte aux attouchements. Un massage de dos finit par un frottement de son sexe sur les fesses. Le corps lâche. Le prévenu est obnubilé par le corps de sa belle-fille. Des pensées obsédantes, décrit l'expertise psychiatrique. Il souhaite à tout prix voir la victime nue, sous la douche ou dans sa chambre. Il tente de l'observer. Trou des serrures, fenêtres ou utilisation de son téléphone sous la porte pour filmer. Il viole son intimité, sans aucun répit. En 2021, la jeune femme fait 2 malaises sur son lieu de travail. Elle est hospitalisée en psychiatrie durant 2 semaines. Quand on est interné 2 semaines à Mazurel, à son jeune âge, à cause d'un burn-out total. Ça montre que le corps parle à la place des mots, disait l'avocate de la victime. Une victime courageuse. Lors de l'audience, la jeune femme atteinte de surdité a eu le courage de faire face à celui qui a détruit sa vie. Un geste à saluer par son avocate et par la procureure de la République. Je vais vous dire son rêve à ma cliente. Ce serait de posséder son petit studio et de travailler dans l'informatique, confie l'avocate de la victime. Un rêve aujourd'hui difficilement atteignable. La jeune femme est très réservée et ne sort pas beaucoup. Elle croise encore son beau-père qui passe au domicile pour voir ses enfants. Son agresseur est inconnu de service. Aucune mention au casier judiciaire. Le père des 2 enfants assure n'avoir fait qu'une victime. Et ajouta: j'avais des pulsions envers elle, alors que mes autres enfants, rien. Il confirme à demi-mot l'expertise psychiatrique. C'était son corps à elle qui l'obsédait, mais il n'a jamais réitéré ses faits avec d'autres personnes, d'après l'accusé. J'ai compté 2 € par jour depuis le premier fait jusqu'aujourd'hui. La somme s'élève à 8 030 €, disait l'avocate. La présidente de l'audience l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné 30 mois de prison avec sursis
et une interdiction de paraître au domicile de la victime. Il écope également une obligation de soins et une inscription au FIJE, qui veut dire Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Pour le préjudice moral, il devra verser 5 000 € à la victime. Je dis bien 5 000 € à la victime. Joël Le Skwarnec avoue des abus sexuels sur sa petite fille. Le médecin accusé de violences sexuelles sur 299 patients évoque dans ses carnets saisis en 2017 des fantasmes et des exhibitions sexuelles sur sa petite fille. Un ex-chirurgien pédocriminel jugé en France pour violences sexuelles sur 299 patients, souvent mineurs, lors d'un procès hors norme, a avoué face à l'un de ses fils des abus sexuels sur sa petite fille. « Je reconnais des actes d'abus sexuels sur ma petite fille », a-t-il déclaré, en présence de son fils aîné, venu témoigner devant la cour criminelle du Morbihan pour éclairer la personnalité de l'accusé et du contexte familial, marqué par des incestes et agressions sexuelles multiples, commises ou non par Joël Le Skwarnec. Après ces révélations, les témoins et sa compagne, mère de l'enfant, ont été pris en charge par des psychologues. La victime, âgée de 12 ans, étant toujours mineure, les actes sont non prescrits, a souligné l'avocat général. Le parquet de Lorient a fait savoir à la presse que de suites judiciaires seront données aux déclarations de Joël Le Skwarnec. Dans le carnet saisi en 2017 lors de l'interpellation de Joël Le Skwarnec pour le viol de sa voisine de 6 ans, le médecin évoque une vingtaine de fois ses fantasmes et des exhibitions sexuelles sur une petite fille, avec une première occurrence lorsqu'elle n'a que 1 mois et demi. À la suite de son aveu, la présidente de la cour a suspendu l'audience. Le fils aîné de l'accusé et sa compagne sont pris en charge par 2 psychologues. On nous a caché énormément de choses. Le grand gaillard chauve de 44 ans, l'aîné était le dernier de 3 fils de l'accusé à être entendu par la cour. Comme ses frères, il évoque une enfance heureuse. Avec les reculs, on nous a caché énormément de choses, dit le quadragénaire en colère. Il se souvient avoir appris fortuitement, quelques mois seulement avant l'arrestation de son père en 2017 pour le viol d'une voisine de 6 ans, que la perquisition menée en 2004 au domicile du chirurgien concerné des fichiers pédopornographiques qu'il avait téléchargés sur son ordinateur, et non par des films de cinéma piratés comme il l'avait toujours cru. Sa mère, Marie-France, ne lui en avait jamais parlé. Des murs. Le fils aîné, qui dit ne plus avoir des contacts avec sa mère depuis 2017, est allé voir son père après sa détention pour comprendre ce qu'il faisait là, dit-il. Il repartira ce jour-là sans aucune explication. Son père lui dira juste qu'il a commis des faits graves. Le fils sombre dans la dépression puis l'alcoolisme pendant 2 ans, pris la condamnation en 2022 à Sainte, Charente-Maritime. De son père à 15 ans de réclusion pour les violences sexuelles commises sur 4 enfants, dont ses 2 nièces. Au procès de Sainte, l'avocat général lui a lu un extrait des carnets où l'accusé note scrupuleusement le nom de ses victimes et ce qu'il leur inflige. Cet extrait concerne sa fille, âgée alors d'environ 2 ans, d'avant laquelle Joël Le Skwarnec se serait notamment exhibé. Ça a créé un grand traumatisme chez moi et beaucoup de colère, se souvient devant la cour le quadragénaire. Il n'avait cependant pas porté plainte à l'époque. La cour appelle ensuite par visioconférence une enquêtrice de la gendarmerie qui a épluché les carnets de l'horreur de Joël Le Skwarnec. Visiblement très éprouvée, celle-ci a fondu en larmes en revivant sa découverte des 300 000 fichiers pédopornographiques trouvés dans les ordinateurs de l'accusé en 2017 à Jonzac, Charente-Maritime. Le gendarme qui a dirigé l'enquête lui a succédé à la barre pour être interrogé notamment sur ces éléments, dont des clichés ont été projetés à la cour. Dizaines de poupées, sexuées ou non, jouets sexuels, perruques, un cadre photo où l'accusé figure nu en érection, jambes écartées, la main en écran devant les yeux. Joël Le Skwarnec s'est plié en 2 pour ne pas avoir affiché l'attirail de ses perversions. Collectionneur forcené, l'accusé répertorié et classé soigneusement ses fichiers informatiques
et comptabiliser par exemple dans un tableur ses masturbations mensuelles. Impitoyable, la présidente Aude Buressi a ensuite questionné sans répit le gendarme sur les erreurs ou lacunes de l'enquête, insistant longuement sur les victimes oubliées ou non prises en compte dans les investigations. Au total, 410 victimes potentielles avaient été comptabilisées et 344 interrogées seulement. Certains sont décédés, pour d'autres, les faits étaient prescrits. Je pense qu'on a recensé la majorité des victimes dans ces écrits, se défend le directeur d'enquête. Il est 20h. Le gendarme est sur le gris. Depuis 5h, note l'avocat général, la présidente a fini ses questions. Elle annonce la suspension de l'audience. Saluée par certains avocats des parties civiles, le cerveau a ses limites. La semaine a été extrêmement éprouvante. On est fatigué. Ce procès est l'une des plus graves affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. Joël Lescoarnec, 74 ans, encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion pour 111 viols et 189 agressions sexuelles, aggravées par les faits qu'il abusait de sa fonction. Dans ses carnets et fichiers, l'ex-chirurgien notait le nom, l'âge, l'adresse postale de ses victimes. Il y décrivait scrupuleusement les services pédocriminels qu'il leur infligeait, ce qui a permis aux enquêteurs d'identifier une multitude de victimes de 1989 à 2014. Derrière ce chiffre, 299 personnes du lundi 24 février au mois de juin 2025. Elles vont tenter de soutenir devant la justice des agressions sexuelles et viols qu'elles ont subis sous sédatifs en bloc opératoire à l'occasion d'une intervention chirurgicale ou dans une chambre d'hôpital. Derrière ce chiffre, un nom, celui de Joël Lescoarnec. L'ancien chirurgien sera jugé pour des viols aggravés et des agressions sexuelles aggravées commis sur 299 victimes, comme on l'a dit tantôt. Victimes durant plus de 25 ans de pratique médicale dans une dizaine d'hôpitaux de l'ouest de la France. Un homme jugé avoir violé sa fille et l'avoir livrée à des inconnus sur des aires de repos du Centre-Bretagne. La Cour criminelle des Côtes d'Armor juge depuis ce mercredi 22 janvier 2025 un père soupçonné d'avoir violé sa fille de 10 ans et demi, puis de l'avoir ensuite livrée à des inconnus avec la complicité de la mère et d'un ami de la famille. Le verdict était attendu ce vendredi 24 janvier. J'étais en CM2 quand ça a commencé, raconte à la barre la victime, aujourd'hui âgée de 18 ans. Son père est jugé depuis mercredi 22 février devant la Cour criminelle des Côtes d'Armor. Pendant 5 ans, à partir de 2017, son père adoptif est accusé de l'avoir violée presque tous les jours. Parfois, la mère participait activement aux ébats. Un ami de la famille également, une cinquantaine de fois. C'est la jeune fille qui a refusé un procès à huis clos pour que les gens le sachent. Son père ajouta ceci avec ses propres mots. On l'a mise sous pilule quand elle a eu ses règles, en 5e. J'avais peur qu'elle tombe enceinte. Lâche le père devant la cour. Livré à des inconnus sur des aires de repos, le père incestueux recrute des inconnus en postant des photos de sa fille sur le site aujourd'hui fermé Coco FR. Il la livre ensuite à ses hommes sur des aires de repos, dans une gare désaffectée d'un petit village du Centre-Bretagne, sur une plage naturiste. La mère est au courant depuis longtemps. Elle observe les scènes de viol. J'aime regarder, avoue-t-elle, addicte au sexe, aux sites porno, etc. Dans la salle d'audience, la jeune femme essuie ses larmes en regardant l'horizon à travers une grande fenêtre. Elle sourit aussi. Son avenir, elle veut devenir gendarme. Le verdict de la Cour criminelle des Côtes d'Armor est tombé ce vendredi 24 janvier 2025 en fin de journée. Elle condamne un couple de parents incestueux ainsi que leur amant pour le viol de leur fille pendant des années. Une affaire particulièrement sordide que la Cour a jugée durant 3 jours. Nous voilà à la fin de notre vidéo sur la pédocriminalité. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires l'histoire qui vous a le plus marqué. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'enclencher la cloche de notification pour ne rien rater. À nous revoir pour une prochaine vidéo. Au